Bonjour mes bons amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va faire un point sur mon portefeuille et ensuite on va améliorer notre culture financière. Vous allez voir. Alors, à l'heure où je vous parle, les marchés sont plutôt bien orientés. Vous voyez, ça c'est le SP500 qui est plutôt bien luné. Le Nasdaq également est bien luné. Je crois que le CAC 40 a tapé des plus hauts. Ah ouais, non, il a pas encore tapé les plus hauts, il les a tapés récemment, mais c'est pas mal, hein. Par contre, pour ce qui est du SP500, on est encore loin, on est encore bien loin des plus hauts, vous vous rendez compte. C'est ce qui me motive à continuer à investir, notamment dans de belles actions américaines, c'est que on peut aller encore chercher beaucoup de performance. Et de toute façon, moi, vous le savez, hein, j'ai pas une stratégie où je m'amuse à rentrer et à sortir des marchés. Ce que j'aime bien faire, c'est acheter de belles entreprises, me sécuriser avec des ETF et voir mon revenu passif qui augmente. Alors, si on en vient à mon portefeuille, donc j'ai pas encore importé l'argent que j'avais sur mon portefeuille Bugs, je vous tiendrai au courant de ça. Ça devrait arriver en courant de semaine prochaine. Je vais vous montrer mon top 5 de mes plus belles positions, des positions sur lesquelles j'ai gagné le plus d'argent. Et on se retrouve donc avec Apple. Comme Warren Buffett, j'ai gagné pas mal d'argent avec Apple. J'ai aussi gagné pas mal d'argent avec AbbVie. Pourquoi est-ce que j'ai gagné pas mal d'argent avec AbbVie? C'est parce que si vous regardez AbbVie, je vous en avais déjà parlé, c'est une entreprise qui a tapé un plus haut et j'ai vendu la moitié de ma position quand l'entreprise a tapé son plus haut. Et c'est pour ça en fait que j'ai pas mal réussi sur cette position. AbbVie, si vous voulez, c'est une entreprise, quand vous la regardez, elle a plein de côtés sympas. Elle a des côtés sympas comme le fait qu'elle a un bon dividende, qu'elle est capable de l'augmenter régulièrement. Elle a des finances qui sont... Enfin, regardez, hein, elle a des finances qui font quand même plaisir à voir. Attendez, que pensent les analystes? Est-ce que les analystes pensent que ça va? Ouais, les analystes pensent que ça peut encore monter pas mal. Mais le problème, c'est qu'elle a une bonne partie de ses revenus qui dépendent d'un seul produit qui va tomber dans le domaine public. Enfin, je sais pas comment on dit, elle a un brevet qui arrive à échéance. Donc, ça veut dire que ça va être possible de créer des génériques sur ce produit-là. Et donc, il y a beaucoup de gens qui craignent qu'une grande partie de ses revenus saute. Donc, investir dans AbbVie aujourd'hui, c'est partir du principe que c'est une entreprise qui va trouver de nouveaux relais de croissance. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas? C'est une entreprise, en tout cas, quand on s'intéresse aux dividendes, c'est pas mal. Elle a un dividende de plus de 3,5%, donc c'est quand même sympa pour ce genre d'entreprise. C'est une entreprise qui peut l'augmenter régulièrement, donc pourquoi pas. Si on en revient à mes top positions, il y a Total. Le fait que j'ai une belle plus-value sur Total, c'est que je l'ai acheté pendant la crise du coronavirus. J'ai fait cette position pendant la crise du coronavirus. J'en ai racheté un petit peu depuis, mais si vous voulez, j'ai acheté du Total dans cette zone-là, hein. Pas à 22, hein, mais plutôt vers 28, si je me souviens bien. J'ai acheté du Total vers 28, donc c'est pour ça que j'ai une aussi belle plus-value. C'est toujours un petit peu la même chose, hein. C'est une ode à être anticyclique. Si vous êtes anticyclique, si vous êtes capable d'acheter de belles entreprises quand tout le monde flippe, en général vous faites de bonnes affaires, mais savoir que être anticyclique, il faut que ce soit sur de belles boîtes, hein. Vous avez des entreprises qui sont basses parce que leur business model est en train de se casser la figure, alors que vous avez des entreprises qui sont basses pour des raisons qui sont conjoncturelles, et là en l'occurrence c'était le cas de Total. Quand disent les analystes, ouais, regardez, les analystes pensent que ça va. Donc qu'est-ce que c'est les analystes, hein? Vous avez la moyenne du consensus des analystes. Vous avez 25 analystes de banques et de courtiers qui suivent le dossier, et ça c'est le prix qu'ils envisagent pour cette action sur 12 mois. Donc ça veut pas dire grand chose évidemment, c'est pas une certitude, mais en tout cas vous avez pas mal d'optimisme qui est sur cette entreprise à l'heure actuelle. Ça c'est un truc que j'aime quand même bien avec DeGiro, c'est que c'est comme si vous étiez, quand vous avez DeGiro, c'est comme si vous étiez abonné à ce qu'il y a de meilleur dans la presse et dans les revues spécialisées en finance. Vous avez tout, et c'est bien représenté. Vous avez le score ESG également, c'est bien détaillé, vous savez comment c'est fait. Quand vous regardez dans les finances, pour chaque indicateur, vous avez à chaque fois une explication qui vous permet, si vous voulez, de progresser dans votre connaissance des finances des entreprises. Donc c'est quand même super sympa. Alors on continue le tour d'horizon. Donc finalement, sur quelles entreprises j'ai gagné de l'argent? Sur Consolidated Edison et sur Archer Daniels Midland. Et ça c'est pareil. Ça c'est des entreprises qui ont tapé un plus haut et j'ai vendu la moitié de ma position quand ça a tapé un plus haut. Donc j'ai vendu du Archer Daniels Midland, je crois, dans cette zone-là. Ça a pas mal rebaissé depuis. Et c'était la même chose pour Consolidated Edison. Si vous voulez, Consolidated Edison, ça fait partie des entreprises que j'ai pour le rendement. C'est parce que c'est une entreprise qui, je sais pas à combien c'est là son rendement. Voilà, c'est 3,5, mais c'est une entreprise, quand je l'ai achetée, elle avait un rendement qui était aux alentours de 4%, etc. Et à un moment, cette entreprise a commencé à se prendre pour une entreprise de croissance. Elle a tapé des plus hauts historiques, et quand on est sur des entreprises matures comme ça, qui tapent des plus hauts historiques, pour moi, ça peut être un assez bon
bon moment pour alléger, mais c'est pas quelque chose que je fais régulièrement. Ouais, vous voyez, je l'ai vendue quand elle valait plus de 100. Et c'est pour ça que j'ai récolté pas mal d'argent sur cette position. Ensuite, vous avez Microsoft, enfin, vous avez plein de bonnes boîtes qui ont bien performé. Maintenant, on va aller du côté sombre de l'iceberg sur les entreprises sur lesquelles je me suis le plus planté. Mais l'un dans l'autre, ça va. L'un dans l'autre, ça va. C'est un portefeuille sur lequel j'ai gagné de l'argent. Et au-delà du fait que mon capital s'est bien apprécié, c'est un portefeuille qui me génère un très beau revenu en dividendes. Oui, ce que je disais, c'est que je m'amuse pas en général à sortir et à rentrer des positions. C'est vraiment quand il y a quelque chose d'aberrant, quand il y a quelque chose qui est en contradiction avec ma thèse de départ, du type une entreprise que j'ai pour le rendement qui couperait son dividende, ou alors une entreprise que j'ai pour le rendement qui commence à surperformer absolument, bah je vais avoir tendance à vendre, quitte à après renforcer ma position après. C'est pas impossible hein, que je rachète du AbbVie, que je rachète du Consolidated Edison, il y a pas de problème là-dessus. Mais c'est des entreprises que je veux avec un bon dividende. Pour la croissance, je vais être dans du Apple, je vais être dans du Microsoft, je vais être dans du Mastercard ou des boîtes comme ça. Alors, côté des entreprises où je me suis le plus planté, il y a Comcast. Donc Comcast, ça fait partie de ces boîtes qui ont souffert de l'adpocalypse. Il y a eu un moment où toutes les boîtes de contenu ont souffert de la baisse des revenus publicitaires et de la baisse des inscriptions. C'est des boîtes qui avaient cartonné pendant le Covid parce que tout le monde était à la maison et il y avait une grosse demande de contenu. Et c'est une boîte qui était capable d'augmenter son dividende d'à peu près 10% par an. Donc pour moi, elle était parfaite et j'ai vraiment eu le sentiment à un moment que, mais non, mais cette boîte, elle est géniale, elle était super bien notée, etc. Et je l'ai rachetée aux alentours de 52, 54, 55, etc. Et quand vous voyez le prix qu'elle a aujourd'hui, voilà, on est à 37. Donc c'est pour ça que j'ai perdu beaucoup d'argent là-dessus. C'est parce que je me suis un petit peu trop hypé pendant un moment. Je pensais que c'était beaucoup plus solide que ça ne l'était en réalité. C'est pas une mauvaise boîte, hein. C'est une boîte qui fait rentrer des ronds. Et c'est une boîte qui est devenue un petit peu plus fragile au niveau de ses finances. Vous voyez, elle a un payout ratio qui est à près de 90. C'est pas très sain pour ce genre d'entreprise. Donc voilà, je reste sur le dossier parce que j'aime pas vendre à perte, mais c'est une entreprise qui m'excite beaucoup moins qu'avant. Alors dans les entreprises sur lesquelles je me suis le plus planté, T. Rowe Price. Alors T. Rowe Price, c'est normal qu'elle se soit décrochée, mais là je trouve que j'ai fait une erreur. En fait, je suis resté dans T. Rowe Price parce que le dividende est tellement beau, ils ont une telle capacité à l'augmenter régulièrement que je n'ai pas réussi à sortir. Et pourtant c'est bête, hein. Le prix moyen c'est à 146 et elle a tapé 220. Et là, si j'avais eu un petit peu plus d'expérience sur les marchés, j'aurais vendu. Donc T. Rowe Price, c'est une boîte un petit peu comme BlackRock, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui propose des fonds communs d'investissement. La différence, c'est que c'est des fonds actifs. Donc en plus, on est sur une tendance où avec les ETF, la tendance est pas super. Et donc ça, c'est une boîte sur laquelle j'attends un ticket de sortie. Je collecte le dividende en attendant parce que c'est un beau dividende et j'attends de repasser au-dessus de mon prix moyen pour pouvoir sortir de cette position. Comme ça, vous savez. Parmi les entreprises sur lesquelles je me suis le plus planté, on a également Digital Realty Trust. Donc Digital Realty Trust, c'est une entreprise qui possède des grandes data centers. Voilà, c'est un loueur de grands data centers. Et donc c'est pareil, c'est une entreprise, elle est très intéressante pour son dividende. Et c'est une entreprise qui avait surperformé pendant la période du Covid, évidemment, où on se disait le monde va être complètement digitalisé. Et après, voilà, elle s'est bien mangé la hausse des taux. Je reste dedans pour le dividende. Et en plus, moi, c'est un secteur que j'aime plutôt pas mal, hein. Les data centers, c'est quand même bien d'être exposé à ce secteur, mais voilà, j'aurais dû être un petit peu malin sur ce dossier-là. Bon, on va pas les faire toutes, hein, mais Altarea, pourquoi est-ce que je me suis fait avoir sur Altarea? Altarea, c'est la boîte dans laquelle travaille mon frère, donc je voulais avoir une action pour soutenir elle a pas besoin de moi évidemment, mais en fait le problème c'est que j'ai acheté cette action juste avant que l'entreprise fasse une augmentation de capital. Donc ça veut dire dilution des actionnaires et donc voilà, ça s'est bien craché depuis que j'ai acheté. Je garde ça, il y a un beau dividende, on reste sur le pont. Et BlackRock, BlackRock c'est un petit peu le même principe que T. Rowe Price, une entreprise qui souffre beaucoup avec les cycles économiques. S'il y a moins d'investisseurs sur les marchés, les revenus de cette entreprise sont directement touchés. Voilà donc pour le petit point sur ce portefeuille. Avant que j'augmente fortement mes positions avec l'argent que je vais récolter
aller de mon compte chez Bucks, comme ça vous avez le petit point. Et au niveau des ETF, si ça vous intéresse, les ETF sur lesquels j'ai gagné le plus d'argent, c'est l'ETF du SP500 et le reste, c'est des ETF qui versent de hauts dividendes. On en vient au deuxième sujet de cette vidéo. Il y a une news que j'ai vu passer sur mon courtier parce que ce qui est assez chouette, c'est que vous avez régulièrement des actualités. Et il y a une news qui m'a donné envie de creuser quelque chose. Donc vous avez cet article, France PMI, net rebond de l'activité dans les services en février. L'activité du secteur financier a retrouvé le chemin de la croissance en février après 3 mois de baisse, montre vendredi l'enquête mensuelle S&P Global. S&P Global, une entreprise qu'on va creuser, hein, parce que c'est quand même assez intéressant comme boîte. L'indice PMI du secteur le plus important de l'économie française a progressé à 53,1, un plus haut depuis juillet, après 49,4 en janvier. Une première estimation publiée le mois dernier l'avait donné à 52,8. Donc vous voyez, hein, on a cet indice PMI, régulièrement il est mentionné, on a l'impression que c'est quand même un indicateur qui a un fort impact sur les décisions des investisseurs. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu plus dans le détail de quoi il s'agit. Alors l'indice des directeurs d'achat PMI du secteur manufacturier français mesure le niveau d'activité des directeurs d'achat du secteur manufacturier. Un résultat au-dessus de 50 indique une expansion et en dessous de 50 indique une contraction. Donc quand on est à 53, ça veut dire que ça a beaucoup augmenté par rapport au mois dernier, et quand il disait que c'était à 49, ça veut dire que ça avait baissé par rapport au mois précédent, et c'était vraiment le moment où on parlait des menaces de récession. Les traders surveillent ces rapports de très près, étant donné que les directeurs d'achat bénéficient souvent d'un accès précoce aux données sur les performances des entreprises, ce qui peut devenir un indicateur clé sur les performances économiques globales. Et donc là, vous voyez, en 2020, PMI ont touché des niveaux très faibles, vous voyez, 31, ça a tapé les 31, donc maintenant on est plutôt aux alentours de 53, donc ce qui veut dire qu'il y a un sentiment qui est plus positif sur l'économie. Alors plus en détail, comment est-ce qu'on crée cet indice? Donc c'est un questionnaire qui est envoyé à des directeurs des achats et qui est envoyé à différentes personnes qui sont dans des positions de direction dans les entreprises. Et comment ça marche cette histoire? En fait, c'est un deal entre les entreprises qui sont chargées de créer et de compiler les données et les entreprises qui acceptent de répondre au questionnaire. Vous voyez, les enquêtes PMI offrent à leurs participants la possibilité de bénéficier gratuitement d'informations économiques fiables et de références. Donc c'est ça en fait, c'est vous participez à l'enquête, et si vous participez à l'enquête, on vous envoie les données compilées, et comme ça vous avez un outil qui vous permet de prendre de meilleures décisions business. Et donc à quoi ils s'intéressent quand ils font leurs enquêtes? Ils s'intéressent aux nouvelles commandes, donc les personnes qu'ils interrogent doivent donner leurs chiffres de commandes, et la question c'est toujours, est-ce que c'est en augmentation, est-ce que c'est stable, ou est-ce que c'est en baisse par rapport à la dernière fois qu'on vous a questionné? Il y a des questions sur la production, des questions sur l'emploi, est-ce qu'ils embauchent plus ou moins qu'avant, sur les délais des fournisseurs, sur les stocks des achats. C'est juste une enquête, c'est juste un questionnaire, mais vu qu'ils le demandent à beaucoup de personnes, ils le demandent à chaque fois, je crois, à plus de 400 entreprises dans chaque pays dans lesquels ils interviennent, et ça permet d'avoir comme ça une idée de comment se comporte l'économie. C'est donc un indicateur qui est pas mal suivi par les investisseurs. C'est aujourd'hui pris comme une bonne nouvelle et ça explique en partie la hausse des marchés, mais à savoir que cette hausse des marchés peut être cassée. En général, c'est ce qui se passe en ce moment. Vous avez des bonnes nouvelles au plan micro ou macroéconomique, les marchés commencent à baisser, et ensuite les banques centrales interviennent pour dire oulala, l'économie repart trop vite, donc on va continuer d'avoir de l'inflation, donc on va augmenter les taux pour ralentir tout ça et pour espérer faire baisser l'inflation. C'est un petit peu ce qui se passe en ce moment, hein. Les hausses et les baisses des marchés, c'est très instable, hein. Quand on regarde ce qui se passe depuis un an, vous avez à chaque fois des regains d'optimisme parce qu'on a des bons chiffres, et puis ensuite les banques centrales qui veulent lutter contre l'inflation, et puis ça repart. Donc c'est un petit peu la tendance à l'heure actuelle. En tout cas, on en sait maintenant plus sur l'indicateur PMI, et vu que je me rends compte que cet indicateur influent n'est qu'un simple questionnaire, eh bien je vais aussi créer mon indicateur, l'indicateur de confiance VFBN. En quoi consiste cet indicateur? Eh bien tous les mois, je vais sonder la communauté d'élite qui suit cette chaîne en leur demandant si au cours du mois, ils vont augmenter leurs investissements, diminuer leurs investissements, maintenir leur rythme d'investissement ou alléger leur position. Et donc on voit que selon cet indice de confiance VFBN pour le mois de mars, la plupart des gens vont maintenir, enfin l'immense majorité des gens vont maintenir leur rythme d'investissement, donc c'est quand même positif. Vous êtes des investisseurs conséquents, à savoir que vous avez compris que la base de la réussite sur le long terme, c'est de prendre un rythme d'investissement et de le garder. Vous avez également une petite élite qui va augmenter son rythme d'investissement en bourse. Vous en avez qui vont les diminuer, donc j'espère que ça va, j'espère que vous irez bien. Et vous avez quelques petits traders de l'espace qui se disent voilà, ça va être le crash,
j'allège mes positions pour pouvoir rentrer par la suite. Mais donc la tendance, c'est quand même maintien du rythme avec une petite tendance haussière. On va commencer à récolter ces données. Abonnez-vous à la chaîne, votez tous les mois pour qu'on puisse faire de cet indicateur un indicateur fiable. Et ensuite, on pourra faire des corrélations, on pourra faire des trucs de dingue avec des tableaux Excel. Enfin, ça va être fou, mais qu'est-ce que je ne ferai pas pour vous servir? Et je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir ou vous diversifier en termes de courtier pour avoir accès en direct à toutes les données, à toutes les nouvelles, pour avoir des outils à la pointe pour analyser les entreprises dans lesquelles vous souhaitez investir et pour pouvoir acheter des ETF sans payer de frais, eh bien vous avez le lien vers mon courtier DeGiro sous cette vidéo et jusqu'à la fin du mois, vous bénéficiez de 100 € remboursés sur vos frais de trade. Et donc les frais de trade, c'est par exemple si vous décidez d'acheter du AbbVie, du Air Liquide, etc. Vous payez 1 €, donc c'est un frais fixe de 1 €. Donc voilà, si vous faites des investissements de 1000 €, bah vous vous en fichez pas mal des 1 € que vous payez. Mais si vous avez envie d'ouvrir une petite position ici ou là, eh bien vos frais seront remboursés pour construire vos premières positions. Sur ce, prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochaines news.